Bonjour les fées imparfaites et merveilleuses, Justine Alves-Jaco. Je suis là aujourd'hui en présence de Karine Drouin. Je suis vraiment hyper honorée, inspirée de pouvoir partager ce moment avec elle et vous partager ce moment d'inspiration dans ces interviews de Justine. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur www.lesféimparfaites.com et vous voyez 2-3 choses, autres interviews inspirantes et autres cadeaux gratuits. Bonjour Karine. Bonjour, ça va bien? Mais ça va bien et toi? Très bien, merci. Je suis vraiment, comme je l'ai dit, mais hyper ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as envie de commencer à te présenter en quelques mots sur ta situation et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Absolument. Bien, en fait, je suis auteure, coach et conférencière. Donc, vraiment, mon expertise, c'est l'épanouissement personnel. Ma mission à moi, en fait, c'est d'inspirer des millions de gens, surtout des femmes, à être heureuses, à trouver leur bonheur, leur épanouissement. Donc, ça, c'est la mission que je me suis donnée il y a déjà quelques années. Et jusqu'à maintenant, on est plusieurs milliers de personnes. Donc, j'aspire encore à mon million. Okay, cool. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est une mission, une vision que tu avais depuis longtemps, depuis le départ de ta vie professionnelle? Ben, en fait, depuis toute petite, j'avais quand même cette mission-là qui a été mise de côté avec le temps parce que, bon, là, j'ai fait mes études universitaires, j'ai été diplômée en psychologie et tout ça. Et la vie a fait que je me suis trouvé un emploi dans un centre de santé et que la mission a été mise quand même de côté à ce moment-là jusqu'au temps où j'ai décidé vraiment d'y revenir et de mener cette mission-là, de me permettre, en fait, de l'amener, cette mission-là, parce que je pense que je ne m'accordais pas le droit d'aller là, parce que, bon, souvent, on va se dire, je suis qui, moi, pour avoir cette mission-là, ou pour atteindre ces objectifs-là. Et le jour où j'ai décidé que je me donnais tous les droits, mais c'est là que tout a commencé, en fin de compte. OK. Est-ce que ce jour où tu t'es donné tous les droits, tu t'en rappelles bien? Il y a eu un déclencheur, quelque chose qui t'a fait? Ouais, il y a eu un bon gros burn-out juste avant ce jour. Donc, il y a eu un épisode, vraiment, là, quelques mois très, très sombres de ma vie où là, ça allait beaucoup moins bien. En fait, rien n'allait. J'étais à la maison, j'étais épuisée, j'étais en arrêt de travail, j'avais le sentiment d'être complètement inutile. J'avais de la difficulté à vaquer à mes occupations, donc ça ne m'aidait pas non plus dans mon sentiment de compétence et d'utilité. Et je me suis mis à faire un bilan, à me questionner sur quel sens prenait ma vie, pourquoi je m'étais rendue jusqu'au burn-out aussi. Très intéressant à aller explorer. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que je faisais le bon travail. Je voulais aider les gens, je voulais être en psychologie, sauf que je le faisais probablement au mauvais endroit et de la mauvaise façon. Je n'étais pas une fille pour être dans un bureau entre quatre murs tout le temps. J'avais besoin de toucher plus de gens, d'aller à la rencontre des femmes, d'être à l'écoute d'elles, d'avoir tout le temps pour le faire. Et ça, c'était pas quelque chose que mon emploi permettait à l'époque. Donc, oui, je me rappelle du jour où je me suis dit, OK, ça n'a pas de bon sens. Si je retourne dans ce milieu-là, en fait, tout ce qui va avoir changé, c'est que physiquement, je vais avoir repris des forces, mais je vais retourner exactement dans le même milieu qui va avoir exactement les mêmes caractéristiques qui ne me correspondent plus. Ouais. Donc, oui, je me rappelle du moment où j'ai dit, OK, je vais juste pas retourner. Je vais faire autrement. Je m'en rappelle encore. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. J'étais déjà dans quelque chose qui me plaisait, qui me portait, sauf que c'était le cadre qui ne Oui, me correspondait pas. Hein. Ça, effectivement. mhm, mhm. Et du coup, tu as inventé ton cadre à toi. Oui. C'est C'est bon, vraiment ça. comme ça qu'on peut dire ça. Mhm, Ça peut paraître un peu farfelu, mais en même temps, je me suis dit, j'aime mes clients, j'aime le travail que je fais, j'aime changer des vies, j'adore la psychologie, le point n'était pas là, mais le cadre faisait en sorte que moi, je ne m'épanouissais pas en tant que femme, puis je ne m'épanouissais pas non plus en tant qu'intervenante.
Donc, je me disais, si je change le cadre, je viens à la fois régler toutes ces problématiques-là qui étaient dérangeantes pour moi et qui faisaient en sorte que j'en venais à m'épuiser. Donc, oui, j'ai inventé mon propre cadre en démarrant mon entreprise et en décidant, moi, à ce moment-là, des règles du jeu. Et ça, c'est drôlement agréable. Tu m'étonnes. Oui. Et puis, donc, on l'entend à ton joli accent que tu es au Québec. Oui. Du coup, tu te déplaces, tu as commencé assez vite à te déplacer dans le Québec. Oui. Ce cadre-là que toi, tu as mis à ta manière, à ta sauce, qui te correspondait, tu as pu, comment on dit, le mettre le plus simplement par rapport à ta famille aussi, parce que tu as 2 filles, c'est juste? Absolument. Puis, j'avais dans ma vision de mère depuis le départ que quand j'allais être maman, je voulais être une maman présente pour mes enfants. Je voulais être là pour leur apprentissage, pour leurs questions. Je voulais pas seulement être maman, mais être aussi présente. Là. Tu sais, on peut porter le titre de maman, mais moi, je voulais non seulement le porter, mais aussi l'assumer. Je voulais vraiment comme prendre ma part dans ça. Et je réalisais qu'avec un emploi où je ne gère pas le cadre, c'est beaucoup plus difficile parce que les heures de travail sont imposées. Parfois, on se fait demander de rester après le travail alors que ça fait déjà 8-10 heures qu'on est là et que là, notre priorité attend à la garderie. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui m'ont amené à me dire, mais si je décide du cadre, il y a même des fois que je pourrais travailler avec mes enfants. Tu sais, mes enfants m'ont suivi dans des séminaires, m'ont suivi dans des conférences, dans le lancement de mes livres. Elles sont là, elles participent. Une prend les noms, l'autre aide pour faire des dédicaces. C'est des choses que j'aurais jamais pu vivre dans le cadre de travail que j'avais précédemment. Donc, c'est sûr que d'instaurer les règles du jeu, ça change la donne. C'est clair. Et du coup, toi, tu disais inspirer, ta mission, c'était vraiment d'inspirer, tu l'as depuis le début. Oui. Ce que j'avais envie de te demander, c'est que la vision que tu avais, alors cette mission, tu l'avais, mais quand tu étais dans ton boulot avant ton burn-out et avant d'avoir posé toutes ces questions, puis d'avoir pris le temps de mettre à plat ce que toi, tu voulais dans ta vie, quand tu allais au boulot, est-ce que tu te disais, est-ce que tu te posais cette question, mais en fait, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Pas beaucoup, parce que j'ai l'impression à ce moment-là que j'étais dans ce que j'appelle le tourbillon. Le tourbillon de la vie, c'est les gens qui se lèvent le matin stressés, pressés, en disant vite, 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 on doit partir pour l'école, vite, 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 on doit partir pour le travail. Et là, j'ai un client qui attend et un autre ensuite, et etc. J'ai 15 minutes pour avaler un petit goûter rapidement. Je recommence avec mes clients. Donc, je trouvais qu'il y avait peu de place aussi à l'introspection. L'heure était beaucoup moins au bilan. Cette introspection-là, en fait, ces bilans-là ont démarré quand j'ai été enceinte de ma première fille et que par mesure de prévention, on m'a retiré de mon milieu de travail, étant donné que je travaillais avec des cas de santé mentale qui étaient parfois lourds. Donc, il y aurait pu avoir un danger d'agressivité ou de violence par rapport à mes clients. Donc, on m'a retiré très, très tôt dans ma grossesse de mon milieu de travail et je me suis retrouvée à la maison avec pas encore d'enfants à m'occuper parce que le bébé est encore bien au chaud à l'intérieur de maman. Et à quelque part, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ces longues journées-là? Mais j'ai fait, je pense, qu'il y avait de plus précieux et de plus important, c'est prendre le temps de m'arrêter, de voir où ma vie s'en allait, de faire des constatations et de me dire, oh, est-ce que je m'en vais vraiment là où j'avais espéré? Est-ce que je suis vraiment en cohérence avec cette mission-là que j'ai à l'intérieur de moi? Et j'ai commencé déjà à ce moment-là à découvrir des petites choses qui, à l'époque, me dérangeaient. J'étais comme, oh, OK, c'est dérangeant, c'était là. Mais par la suite, la vie reprend son cours, bébé arrive, on doit s'adapter, on en a plein les bras, éventuellement un deuxième enfant, tout ça, on retourne travailler parce que là, on se dit, ça fait partie de la vie, tout le monde le fait. Et là, en arrivant en milieu de travail, on réalise que non, ça ne fonctionne plus
du tout. L'épuisement est venu comme rapidement après ça. Et là, l'heure au vrai bilan a sonné. Ouais. Je te rejoins vraiment sur cette idée avec le tourbillon de la vie, c'est joliment dit aussi. On va peu se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on a envie de faire pour notre vie, est-ce qu'on met nos priorités parce que tout nous semble prioritaire, toutes les tâches qu'on a à faire, les rangements, les petites actions, les grandes, hein, tout nous semble prioritaire. Ouais. C'est quelque chose que tu travailles avec tes clientes, hein? C'est juste? Ouais. Oui, hein? Toutes les clientes vont finir par me dire ou arriver à la première rencontre en disant « Oui, mais j'ai pas le choix. » C'est toujours ce que j'entends. « Karine, j'ai pas le choix. J'ai ça, ceci, voilà. » Et là, ils m'énumèrent et je me revois quelques années en arrière en pensant que tout est une urgence, que tout doit être fait pendant la même journée, que tout doit être parfait, que tu sais, à quelque part, à un moment donné, on apprend aussi avec les épuisements, on apprend en faisant des bilans, on réalise que la perfection ne va pas exister ni aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain. On apprend que moi, maintenant, je ne veux plus entendre le mot urgence. J'ai des priorités dans ma journée, mais je ne veux pas fonctionner avec les urgences. À mon sens, la seule urgence qui existe vraiment en ce monde, c'est si on se présente dans un centre de santé et on est entre la vie et la mort. Voici l'urgence. Le reste, ce ne sont pas des urgences. Il y a des priorités et les priorités, on ne peut pas les traiter toutes en même temps. Donc, il faut même prioriser nos priorités. Donc, si on en sélectionnait seulement qu'une et qu'on débutait par celle-là, ça enlève un énorme poids. En tout cas, moi, ça m'a enlevé un fardeau énorme. Et j'avais suivi à l'époque une formation en organisation et on nous disait imaginez que vous devez quitter le pays dans 24 heures top chrono. Quelle serait votre priorité? Moi, toutes les fois que je me lève le matin, c'est ce que je fais. Je regarde tout ce que j'ai à faire dans ma journée, puis je me dis, écoute, Karine, tu dois quitter dans 24 heures top chrono. Sur quoi tu poses ton attention aujourd'hui? C'est facile de savoir par quoi débuter. Une fois que cette tâche-là ou que le dossier que j'ai à régler est fait, mais je refais le même exercice. Comme ça, il n'y a jamais rien qui est... Le feu n'est jamais pris nulle part. Ça aide énormément. C'est vrai que c'est un bon truc. Une belle idée aussi. Merci Oui. cette inspiration. Tu as dit aussi quelque chose au niveau de l'équilibre personnel, hein, qui est important pour toi. Pour toi, comment tu le définis? Puis, comment est-ce que tu vas sentir que là, tu dois faire attention ou ralentir? Ou est-ce que c'est une routine que tu as instaurée? Ou tu te laisses aller? Je suis vraiment tout le temps à l'écoute. Tu sais, avant, je réalise que non seulement j'étais pas à l'écoute, mais ça prenait beaucoup avant que je décide de m'arrêter puis de dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Maintenant, dès que je vois que, par exemple, je sais pas, moi, j'ai un coup de fatigue pendant la journée ou que la motivation est moins là, je prends tout de suite le temps de m'arrêter et de me dire, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bien dormi? Ou est-ce que tu es dû pour une pause, aller bouger, prendre l'air, méditer, faire du yoga, peu importe ce que les femmes qui sont à l'écoute priorisent ou aiment, là. Mais c'est vraiment comme les 3 questions auxquelles je reviens tout le temps. Et évidemment, dans la plupart des cas, si je me sens comme ça, il y a une de ces 3 facettes-là que j'ai négligée, soit par j'ai une grosse semaine, et là, je me dis tout de suite, non, un instant. Tu sais, si tu n'as pas le temps de te prioriser aujourd'hui parce que tu as une grosse semaine, tu sais que tu vas faire ça aussi demain et aussi après-demain et la semaine prochaine et éventuellement, tu sais où est-ce que ça mène. Moi, je veux plus aller là. Tu sais, mon épuisement, ça a été un très bon épuisement. Ça a été plusieurs mois à remonter la pente. Ça a été hyper difficile et je ne veux pas retourner là. Donc, je fais vraiment le bilan à tous les jours de voir comment ça se passe. Est-ce que je prends le temps de refaire mes énergies? Est-ce que je mets du bon carburant dans mon corps aussi? Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je bouge? Est-ce que je vais prendre l'air? Tout ça, pour moi, c'est devenu tellement une priorité parce que je me dis, si on ne prend pas le temps maintenant, c'est un peu comme d'accepter le fait qu'on a le temps d'être malade plus tard.
Puis moi, ça, je ne veux plus accepter ça. Je ne veux plus que ça fasse partie de ma vie. Donc, je mets les chances de mon côté. Mais accepter d'être malade plus tard, je retiens ça. Oui. Aussi, Oui, moi, ça me parle, cette image-là. Je trouve ça fort. Puis c'est là où je vais chercher, en fait, ma motivation à prendre soin de moi maintenant. Donc, à un moment donné, j'avais retenu l'exemple d'un grand président qui a des horaires, écoute, rocambolesques, avec plein de réunions, plein de trucs. Et il trouvait moyen dans sa journée de faire du sport, méditer, bien manger et prendre ces 3 heures-là que pour se ressourcer, que pour prendre soin de lui. Donc, je me dis, si ces gens-là qui ont un horaire de ministre sont capables de prendre 3 heures par jour pour se nourrir et d'être en mesure de refaire leur force, c'est que je le peux aussi. Sinon, c'est d'accepter que je peux être malade plus tard et ça me tente pas de courir après ça. Et du coup, si on parle tu parles de priorité, de regarder une chose ou deux, une après l'autre, hein, tu disais, plus d'urgence, mais des priorités. Prendre soin de toi, ça en fait partie. Et du coup, dans une journée il me semble que tu as aussi des journées de 24 heures, y compris la nuit. Tu ne dois pas les avoir plus longues que moi. Non. Du coup, dans tes priorités, le temps avec tes enfants, tu le mets en premier, à valeur égale, ça dépend les jours. Comment est-ce que dans une semaine, tu vas organiser pour que toi, tu te sentes bien, sachant que toi, tu vas te sentir bien d'une manière, moi, j'aurai peut-être besoin de plus, une femme parfaite qui nous écoute, elle aura peut-être besoin de moins, mais de pouvoir donner des manières de faire différentes, c'est toujours aussi inspirant et ça donne des idées. Oui, bien, en fait, moi, je pense que ça dépend de nos valeurs. Tu sais, moi, j'ai des amis pour qui la famille, c'est bien, mais que ça passe pas nécessairement en priorité. Puis moi, je pense que c'est correct aussi. Dans le fond, ils ont leur système de valeurs, leur fonctionnement, puis moi, je respecte beaucoup ça. De mon côté, c'est vraiment hyper important. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a des moments à tous les jours qui sont des moments privilèges pour elle et pour moi, pour la famille, en fait, où je trouve important qu'on connecte vraiment ensemble. Pas être dans la même pièce, là, qu'on soit ensemble, qu'on partage le moment, qu'on discute, qu'on s'intéresse aux autres. Donc, moi, c'est comme à tous les jours, c'est instauré depuis que je gère mon cadre de travail maintenant. Donc, mes journées de travail commencent seulement maintenant une fois qu'on a déjeuné ensemble, une fois qu'elles sont prêtes à partir pour l'école, qu'on a joué dehors quelques minutes et qu'elles sont dans l'autobus. À partir de ce moment-là, maman peut commencer à mettre un autre chapeau qui est celui de la femme au travail. Pour moi, ça a été comme important de, comment je dirais, un peu de départager ces domaines-là de ma vie parce qu'avant, c'était maman se court pour aller travailler en même temps que les enfants sont là. C'est pas un moment privilège pour personne. C'est désagréable. Tout le monde est stressé, pressé. Et moi, ça, je trouvais ça tellement difficile. Donc, je dirais que les matins puis les soirs, pour moi, ils sont hyper importants puis ils sont hyper familiales. Ma journée de travail se termine au moment où l'autobus s'arrête devant la maison et dépose mes filles en fin d'après-midi. À partir de ce moment-là, maman enlève le chapeau de femme au travail et reprend le rôle de maman à l'écoute, les devoirs, les leçons, cuisiner santé avec les enfants, penser de bouger avec notre petit bébé chien et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe chez nous, mais je suis consciente que tout le monde n'a pas la même réalité puis tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Donc, il pourrait avoir 1000 recettes gagnantes. Ouais. Mais là, ça te fait, toi, des journées quand même d'environ 8 heures de travail le temps qu'elles sont à l'école, en fait. Elles rentrent pas à midi. Absolument. Ce qui est très bien. Ce qui est, en fait, la normalité pour environ la majorité des gens, là. Bien sûr. Oui. Et du coup, toi qui parles beaucoup de bonheur, qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur? Ah, c'est tellement la simplicité. Non, mais on entend... Je trouve ça un peu fou parce que, tu sais, moi, je me spécialise en bonheur. C'était ma mission, le bonheur. Je pense que ça me coule dans les veines, ce sujet-là. Donc, je dévore tout. Puis je pense que ce qui me dérange le plus, c'est qu'on essaie de nous faire
croire, en fait, que ce soit la publicité, les médias, que si on s'achète la voiture de l'année qui va nous coûter 100 000 ou qu'on a le nouveau jeans amincissant extraordinaire, on essaie un peu de nous faire miroiter que le bonheur se cache dans ces trucs-là qu'on peut s'acheter ou s'approprier et qui vont nous rendre meilleurs ou plus beaux ou plus belles. Puis moi, quelque part, je suis comme tellement à l'opposé de ça, dans le sens que le bonheur, c'est dans la simplicité. C'est tout petit, mais en même temps immensément grand. C'est les petites choses du quotidien qu'on aime et que souvent, je trouve ça triste parce qu'on les perd de vue, parce qu'on les prend un peu pour acquis. Et là, les gens se disent, mais oui, mais j'ai une vie normale, banale, un peu comme tout le monde. Non! T'ouvres tes yeux le matin, tu peux entendre le rire de tes enfants ou tu as l'usage de tes deux jambes. Et tout ça, pour moi, c'est de l'extraordinaire, mais qui souvent, avec le temps, devient du ordinaire et que les gens ne prennent plus nécessairement conscience. Donc, moi, je veux vraiment prendre le focus des gens et le tourner vers tout ce qu'ils ont, mais qui ne réalisent pas toujours qu'ils ont. Puis vraiment venir travailler aussi les perceptions, de faire en sorte que les gens réalisent qu'on n'a pas des journées de 10 sur 10 à tous les jours. Et que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des gens heureux. Des journées de 10 sur 10, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. On en a quelques-unes dans une vie. Et ce ne serait pas normal qu'au quotidien, tout irait comme sur des roulettes. Ça prend quand même un minimum de défis, de challenge. Tu ne vis pas dans un monde de bisounours, alors? Non, c'est ça. Et ça, je défends aussi beaucoup ça parce que parfois, les gens qui parlent de bonheur, eux, vont faire miroiter que la vie est belle, point barre. Un instant. La vie a aussi ses défis. Un jour, vous pouvez rencontrer un burn-out, vous pouvez rencontrer la maladie, vous pouvez rencontrer une faillite, vous pouvez rencontrer des défis professionnels, un divorce, le deuil. Bref, il y a un paquet de choses qu'on peut rencontrer dans notre vie et c'est pas vrai que quand on traverse ça, notre sourire est jusqu'ici et qu'on est la personne la plus heureuse au monde. Donc, le bonheur, c'est aussi d'accepter qu'il y a un éventail tellement large d'autres émotions que le bonheur. Et on peut être heureux quand on apprend à danser ou à jongler avec toutes ces autres émotions-là. Donc, ça vient aussi beaucoup dans la gestion de soi, de nos capacités à faire face, à rebondir quand survient des épreuves dans notre vie. Donc, non, on n'est pas dans un monde... C'est très pertinent, ça. Les bisounours, c'est pas la réalité, ça. Ouais. Ça me parle beaucoup et je partage vraiment cette vision du bonheur qu'est la tienne, Karine. Je suis vraiment ravie. C'est très inspirant ce moment qu'on passe ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? On arrive au bout, mais est-ce qu'il y a... Ouais, ça va vite. Déjà? J'ai vu que voilà, tu es au Québec, mais que tu te déplaces, tu as dit conférencière. Ouais. Tu viens en Europe, tu as ta mission qui est de vraiment toucher le plus de monde possible. Je pense que ce n'est pas seulement par Internet. Absolument. Ouais. Absolument. Ben, l'année dernière, je suis allée en conférence du côté de Paris. Donc, c'était un moment fabuleux. C'est assez incroyable pour vrai quand une mission qui part du Québec, toute petite au départ, tu sais, je dis du Québec, mais en fait, c'était de ma maison, de mon salon. C'était encore plus petit que ça. Et qu'éventuellement, notre mission traverse, puis s'en va du côté de Paris. C'est assez extraordinaire, en fait, de voir l'accueil des gens, de voir l'ouverture aussi des gens à ça. Les gens ont envie, je pense, on est à un point tournant, ils ont envie de s'accorder le droit d'être heureux énormément. Ils ont envie aussi de comprendre c'est quoi le vrai bonheur, comment je peux arriver là, c'est quoi les vraies stratégies, mis à part s'acheter une nouvelle voiture. Non, mais ils veulent avoir du concret, en fait, ils veulent avoir du tangible. Puis, c'est le fun de voir mes clients qui maintenant
possèdent ces stratégies-là et sont capables de dire enfin, j'ai trouvé c'était quoi l'essence même. Enfin, j'ai trouvé qu'est-ce qui, moi, dans ma vie, me rend heureux, parce que ce qui me rend heureuse, moi, va pas nécessairement rendre heureux ou heureuse une autre personne. Ça va dépendre de ses valeurs, de ses particularités, de ce qu'elle veut. Donc, je pense que j'ai la plus belle mission. J'ai tellement la plus belle des missions parce qu'en plus, je travaille avec des gens qui veulent. Des gens qui veulent des résultats, qui ont soif d'apprendre, de découvrir, de tester des trucs dans leur vie. Et moi, de voir ça, c'est ce que j'appelle en fait la paye du cœur. C'est très, très, très valorisant de voir des clients s'épanouir, s'ouvrir, prendre leur envol. J'ai vraiment une mission extraordinaire, là. J'ai hâte de toutes ces prochaines années-là parce que je me dis, wow, et ça, c'est quand même assez rare dans un contexte de travail. Souvent, je vois des clients qui font le décompte inverse en disant, je calcule les années avant ma retraite et moi, je me réjouis de toutes ces années restantes-là pendant lesquelles je pourrais changer des vies, des perceptions, des mentalités. Donc, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Oui, c'est clair. C'est clair. Très, très beau. Et tu dis, là, tu fais aussi par Internet, mais aussi en live, en fait. Oui, en live. Oui, mais ça veut dire que tu n'es plus dans un bureau dont tu parlais au début, un à un. Non, pas du tout. Puis, en fait, c'était de ça aussi que j'avais envie de sortir dans le sens où, puis j'en parlais en conférence dernièrement aussi, si tu es dans une salle de conférence avec 1000 personnes, j'étais en train de dire aux gens, en fait, ici, on est 1000 aujourd'hui. Je vais avoir la possibilité, avec mon message, avec mon discours, mes stratégies, de venir impacter 1000 personnes présentes dans la salle. Et pendant ce temps-là, j'ai des milliers de lecteurs un peu partout à travers le monde qui sont en train de lire mes 2 livres. Et pendant ce temps-là, j'ai des centaines de milliers de personnes qui sont en train de suivre ma formation en ligne. Et pendant ce temps-là, donc, juste pour donner l'idée aux gens comment ça peut faire boule de neige et comment maintenant je vois l'opportunité d'atteindre ma mission versus avant, quand je pouvais voir 5 ou 6 clients dans ma journée et que le soir, je retournais à la maison complètement fatiguée, épuisée et que je me disais, j'ai tout donné et aujourd'hui, j'ai impacté 5 personnes. C'est fantastique, là. Tu sais, je me dis, je le faisais avec cœur, avec beaucoup d'amour, puis c'est wow, parce que 5 personnes, ça vaut beaucoup mieux que 0. Donc, je me donnais la tape dans le dos, puis je me disais, wow! Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement d'avoir la drive, puis d'avoir la motivation de dire, tu sais, wow, aujourd'hui, j'ai pu impacter peut-être 40 000 ou 50 000 ou 100 000 personnes, et demain, ce sera la même chose. Ça fait quand même une nette différence. Tu arrives à dire comment tu as pu faire ce point de bascule, comment tu as pu trouver que ce cadre-là, c'était pour toi, toutes les stratégies, marketing et autres, c'est quelque chose que tu avais, que tu connaissais ou tu t'es formée? Oui, je me suis formée. Je pense que j'avais un côté entrepreneur dans l'âme, certainement, parce que, bon, j'avais des idées plein la tête, je rêvais de diriger mes propres trucs. Donc, clairement que je devais avoir quand même le petit côté entrepreneur dans l'âme qui était là, mais qui n'osait pas nécessairement se dévoiler. si on peut dire ainsi. Et à un moment donné, j'ai vu passer une formation sur le web qui était l'Académie Zéro Limite. Et là, c'était une formation bon, pour devenir auteur, coach, conférencière. Tout ça, moi, j'ai fait « wow! » Et si c'était l'opportunité pour moi de faire connaître ma mission, d'en apprendre davantage, je me suis inscrite et à partir du moment où je me suis inscrite, je me suis juste donné tous les droits. Je me suis donné le droit de réussir, le droit de briller, le droit d'essayer, le droit de tomber, le droit de me tromper, de réessayer à nouveau. Et je pense qu'en fin de compte, c'est là où les portes se sont grandes ouvertes parce que j'avais juste accepté que la vie, c'était ça. C'était de tomber parfois, c'était de se tromper parfois, puis que c'était correct et qu'il ne fallait pas s'en faire avec ça. C'est là où tout s'est mis en branle. C'est juste l'Académie Zéro Limite de Martin Latulipe.
Oui, absolument, absolument. C'est à cette école-là que je me suis formée. Puis, ben, en fait, j'ai combiné aussi avec, bon, mes études que j'avais déjà, l'expérience que j'avais déjà aussi, mon expérience de burn-out qui m'en avait appris tellement. Donc, je me disais, j'ai tout en main pour pouvoir inspirer, pouvoir éduquer, pouvoir enseigner aux gens, puis à plus grande échelle que d'être juste avec une personne d'un à un. Mhm, mhm. Oui, en tout cas, on retient beaucoup de choses, le tourbillon de la vie qui nous aspire, hein, l'équilibre, Ouais, les priorités, plus d'urgence, ça c'est aussi hyper précieux. Merci beaucoup, Karine. ça me Et fait plaisir. de retomber, enfin de tomber, c'est aussi clairement là qu'on apprend et qu'on se relève. Ce que je voulais partager, parce que je vois qu'en plus, il commence à faire nuit chez moi. Moi, je suis dans la montagne, dans un chalet, et je trouve absolument incroyable de pouvoir faire cette interview. C'est aussi, ben, je suis en train de faire mon propre cadre hein, dans mon entreprise Wow. et de pouvoir faire cette interview alors que je suis en vacances, en montagne, dans un chalet, avec Karine. C'est merveilleux. C'est les conditions idéales, c'est les conditions parfaites. Et si on le veut, on peut les avoir, les conditions idéales. Il y a quelques semaines, j'étais au Costa Rica avec mon groupe de ressourcement, donc des gens avec qui je pars une fois par année, une semaine pendant laquelle on s'en va prendre soin de nous physiquement, mentalement, et tout ça dans un décor de rêve. Et j'avais la même constatation que toi le soir au coucher du soleil avec ma gang, un verre de champagne, au bord de la mer en entendant les vagues et je me disais, et je disais aux participants, pouvez-vous croire qu'en ce moment, je travaille? C'est ça. Pouvez-vous croire qu'en ce moment, on est dans l'enseignement et qu'on partage ce moment-là divin ensemble? Donc, il y a aussi ça qui fait partie de faire notre propre cadre. Tu es dans un chalet magnifique, avec une vue magnifique. La nuit est en train de tomber, puis on peut faire une entrevue ensemble et tout ça se passe. C'est un peu, c'est surréel. C'est clair, c'est clair. Il y a une question que je t'ai pas demandé, que je vais quand même te poser avant qu'on arrête. Pour toi, tu sais que moi, je travaille avec les mamans ambitieuses qui ont envie de se réaliser, qui ont envie de pouvoir se libérer l'esprit, arrêter de culpabiliser quand elles sont au travail parce qu'elles ne sont pas avec leurs enfants, entre Hmm. autres, hein, toutes ces pensées qu'on se dit, mais je devrais être en train de faire autre chose que ce que je suis en train de faire maintenant. Ouais. Pour toi, l'ambition, c'est quoi? Écoute, ça, c'est une excellente question dans le sens où, des fois, je me posais la question, est-ce que je suis ambitieuse? Tu sais, écoute, je pense que c'est une question à un moment donné que chaque femme doit se poser. Et pour moi, l'ambition, c'est pas nécessairement, tu sais, il y a des femmes qui vont tout vouloir déchirer sur leur passage et il va falloir que tout leur réussisse. Moi, je suis pas, je ressens pas ce besoin-là. Pour moi, l'ambition, c'est de être en mesure, en fait, de mener un projet. Être en mesure d'aller au bout de ce que je commence. Être en mesure de contribuer à quelque chose. Donc, oui, dans ce sens-là, j'ai l'impression que je suis une femme ambitieuse parce que j'aime les projets que j'entreprends, j'ai envie d'aller au bout des choses, je m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai pas nécessairement besoin comme des tu sais, il y a des gens qui vont vouloir le certificat ou la médaille ou le gros mérite ou j'ai pas nécessairement besoin de briller à ce point-là. Moi, à mon sens, à moi, on peut être ambitieuse et aussi parfois dans l'ombre. Il y a plein de femmes que je connais que je trouve très, très ambitieuses et ils vont être dans l'ombre toute leur vie. Mais par contre, il y a une petite poignée de gens qui connaissent leur mission, leur action. Et si c'était au grand jour, ben ces femmes-là seraient, écoute, on seraient probablement des stars de leur domaine. Donc, pour moi, l'ambition, c'est ça, en fait d'aller au bout des choses, de mener un projet à terme. Mais pour moi, l'équilibre va faire aussi partie de ça. Maintenant, mes ambitions, c'est comme je veux aussi avoir une vie équilibrée, je veux aussi être une maman présente, je veux aussi être une femme qui va se respecter dans ses besoins et clairement que le travail n'est pas mon seul besoin d'accomplissement. J'ai autre chose aussi dans ma vie, puis j'ai arrêté depuis un moment de culpabiliser parce qu'on peut toujours être dans la culpabilité. C'est facile pour les mères de dire mais là, j'ai pas fait ça, je me suis pas occupée assez de lui, j'ai pas donné assez d'attention à elle, peut-être qu'elle aurait voulu plus. Mais je pense que c'est aussi de permettre à nos enfants de faire des apprentissages
si on n'est pas à leur tenir la main 24 heures sur 24 et leur montrer chaque sentier ou chaque petit chemin qu'ils devraient peut-être emprunter. Je pense que ça fait aussi partie de l'apprentissage d'un enfant de se dire « Je vais essayer ce sentier-là. Oups! OK, on va reculer. C'est peut-être pas la bonne chose. On va aller ailleurs. » Et la maman peut être très, très fière parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait son rôle de maman, mais elle était peut-être là en observatrice d'un peu plus loin. Puis, elle a permis de faire des apprentissages aussi. Donc, pour moi, c'est un mélange d'un peu tout ça. C'est pas juste le travail, je pense. C'est d'autres domaines aussi de notre vie où il faut avoir des objectifs puis où on va aller au bout des choses, mais sans se malmener, sans s'épuiser, sans aller dans l'excès nécessairement, sans aspirer à ce que ce soit parfait avant de faire une action. Je crois que ça va être le mot de la fin, Karine. Merci beaucoup. Je suis assez d'accord avec ta définition de l'ambition. Oh wow, tant mieux. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Et puis, je vais mettre donc le nom de ton site, Les filles imparfaites, vous trouverez tout sur Karine si ça vous intéresse, son livre que j'ai reçu depuis le Canada, qui donne 21 clés pour survivre ou le prévenir, le burn-out. Ça, c'en est un, tu en as un autre. Ouais. C'est vrai que c'est très, très aidant. Il y a chaque fois un petit moment où on doit se poser la question sur nous. 21 clés qui sont des bonnes clés et qui sont, j'ai envie de dire, faciles à mettre en action, mais d'un autre côté, il faut prendre le temps et puis il faut y réfléchir. C'est pas juste comme ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Ça me fait grand plaisir. Je te dis à tout bientôt. Oui. Merci beaucoup. Au revoir les filles parfaites. Bye bye.